Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Guillaume Bigot. Et oui, le général Berkov a pris quelques congés, il se repose. Alors notre général Berkov national, évidemment, il est irremplaçable, je ne vais pas le remplacer, mais je le salue d'ailleurs, il vous revient bientôt. En attendant, on a une émission qui est très très dense aujourd'hui. On va parler d'un sondage IFOP assez incroyable, ma foi. 45% des Français musulmans qualifient les attaques du Hamas d'actes de résistance. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? On va en parler avec Majid Oukacha, qui est un habitué de ce micro, qui est un jeune essayiste, est un ex-musulman. Il va nous éclairer. Et puis, l'immigration, stop ou encore, on est en pleine actualité. Cet après-midi, 17h, commission mixte paritaire. On va voir si la loi passe ou pas. Mais finalement, est-ce qu'un référendum ne mettrait pas tout le monde d'accord? Un référendum sera en tout cas beaucoup plus démocratique. On en parle avec un juriste qui a écrit un livre remarquable sur le référendum, Ghislain Benassa. Les perles, on va parler d'une jeune femme qui est une perle, c'est une jeune femme courage. Elle a été violée par une OQTF de plus non exécutée. Ce sont les perles du jour. Dans les huées, on va interpeller ce monsieur parfait de la Macronie, Gabriel Attal, qui nous avait promis de faire de la lutte contre le harcèlement scolaire la priorité des priorités. Alors qu'en est-il? Séquence bravo, on va saluer la réflexion, à mon avis remarquable, incontournable, d'un jeune philosophe et géopoliticien, Jean-Loup Bonamy, qui nous explique que le conflit des civilisations, il faudrait encore qu'il y ait des civilisations pour qu'il y ait un conflit des civilisations. Et en deuxième partie d'émission, on va se poser, vous avez l'habitude, on va tout ce que vous avez voulu savoir sur cette révolution wokiste, vous le saurez avec un jeune auteur brillant. Il a fait le premier une note pour la Fondapol en France sur cette question du wokisme, cette révolution très étrange. C'est un spécialiste de philosophie politique et c'est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle La Révolution woke chez Gallimard. Pour lui, l'effondrement du wokisme est inéluctable. Oui, mais pourquoi, quand et comment? À tout de suite. C'est Cécile de Ménibus. Je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا. إحنا الدولة لابد أن نزيلها. لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية. يجب أن تنتهي. Parlez pas arabe, moi non plus. On va couper là le chef du Hamas, Ghazi Hamad, qui était en train de nous expliquer que la guerre va continuer et qu'il va répéter les attaques. Vous savez que nous sommes en guerre en Israël, entre Israël et la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Dans certaines guerres, on ne sait pas d'ailleurs qui commence la guerre. Là, pour le coup, on sait exactement qui a commencé la guerre. Le Hamas, le 7 octobre, par une série d'atrocités absolument innommables. Et depuis, la guerre fait rage. Et un sondage IFOP qui sort aujourd'hui dans Écran de veille, qui a été révélé hier d'ailleurs par la Tribune, on apprend, tenez-vous bien, que 45% de nos compatriotes musulmans considèrent les attaques du 7 octobre comme des actes de résistance. Oui, vous avez bien entendu, des actes de résistance. On apprend aussi, par exemple, que 24% des musulmans de moins de 25 ans ont de la sympathie pour le Hamas. Oui, de la sympathie. Je rappelle qu'étymologiquement, sympathie, c'est souffrir avec. Ce chiffre s'élève à même 28% chez les plus pratiquants. Alors, on nous a longtemps fait le coup du pas d'amalgame, mais là, ce sont une partie des musulmans eux-mêmes qui pratiquent cet amalgame avec l'atrocité à l'état pur, le Hamas. On en parle avec notre invité Majid Oukacha, qui est écrivain, youtubeur, auteur notamment d'un livre absolument remarquable, je conseille à tout le monde, Sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran, aux éditions Libertaria. Bonjour Majid Oukacha. Bonjour. Bon, vous connaissez bien cette antenne. Est-ce que vous êtes surpris d'abord par les résultats de ce sondage? Comment vous interprétez cet écart de sensibilité? Ça peut être surprenant parce qu'en fait, dans ce conflit clivant entre les pro-palestiniens et les pro-israéliens, c'est vrai que beaucoup sont rarement d'accord sur les faits, à savoir qui a commencé, qui utilise une violence légitime ou pas. Mais c'est vrai que quand on lit... qui a commencé, c'est clair. Alors justement, quand on lit que pour 45% des musulmans français, les attaques du Hamas sont un acte de résistance contre la colonisation, en fait, on peut faire une lecture sous-jacente. C'est pas seulement qu'ils estiment soutenir la lutte, ces 45%, contre la colonisation, c'est qu'ils estiment soutenir un moyen, une méthode, ou tout du moins l'excuser, à savoir attaquer des civils, du moment que
il y a une fin morale selon eux, à savoir lutter contre la colonisation. C'est ça surtout qui interpelle. Alors ça m'intéresse beaucoup parce qu'on va justement parler de ce mode opératoire. En fait, ce qui pose problème, c'est quand même le mode opératoire du 7 octobre. C'est pas le conflit sur lequel, on peut prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais c'est pas le sujet finalement. C'est le mode opératoire du 7 octobre qui est clairement terroriste, alors que certains, vous savez, nient qu'il s'agisse de terrorisme. Et après, ils se sont filmés eux-mêmes et les images sont particulièrement innommables. Des femmes en train d'être violées, on leur coupe le sein, on coupe le bras d'enfants qui sont en train de gémir, etc. Et ces gens se filment et rigolent. Donc moi je voudrais, comme vous avez étudié l'islam de près, vous avez fréquenté la mosquée, vous avez vous-même cherché à comprendre votre religion, la religion d'où vous veniez, votre ancienne religion dans le texte. Donc expliquez-nous ce qui est licite ou illicite en cas de guerre en islam, le fameux djihad. Est-ce que tuer des civils par exemple, tuer des femmes, tuer des enfants, c'est licite ou illicite ? Alors c'est vrai que il y a beaucoup de textes islamiques autant dans le Coran qui est la parole divine d'Allah que dans les hadiths qui représentent les hadiths, c'est les récits. Voilà, du comportement et du point de vue du prophète Mohammed qui est censé être un exemple comportemental pour les musulmans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes qui ne laissent pas de place à un moindre bénéfice du doute. Par exemple, sourate 4 verset 24. Dans l'islam normalement c'est interdit de coucher avec une femme mariée. C'est interdit de coucher en dehors du mariage. Or, il est dit que les musulmans qui n'ont pas le droit de coucher avec une femme mariée peuvent néanmoins faire l'amour avec des captifs de guerre qu'ils auraient réduits à l'état d'esclavage. Voilà, exactement. Et également, il y a beaucoup de textes qui ont une dimension un petit peu eschatologique. Je pense par exemple à un hadith de Muslim de 1922, dans lequel le prophète Mohammed a prophétisé, a dit aux musulmans qu'avant l'heure de la fin des temps, les musulmans attaqueront les juifs, les tueront au point que des juifs se cacheront derrière une pierre ou un arbre, et la pierre et l'arbre les dénonceront en disant musulmans serviteurs d'Allah, il y a un juif derrière moi, alors tue-le. Donc c'est vrai que quand j'ai vu le sondage d'aujourd'hui qui indique par ailleurs que les musulmans pratiquants sont 2 fois plus nombreux à avoir de la sympathie pour le Hamas que les musulmans non pratiquants, même si c'est une minorité, c'est quand même dans la totalité de la population des musulmans, c'est quand même un pourcentage non négligeable statistiquement. Il apparaît qu'il y a une forme de, je ne vais pas dire de causalité, mais au moins de corrélation. Vous y voyez en creux une sorte de preuve, en fait, que l'islam littéral, enfin pris au pied de la lettre, ça encourage à soutenir le Hamas. Ça peut encourager ou ça peut excuser. On en revient à ma fameuse théorie du début de la fin immorale qui justifie les moyens immoraux. Mais c'est vrai que ça diffuse un message soit de violence claire comme je vous l'ai annoncé, ou comme dans le Coran sourate 9 verset 29 qui dit qu'il faut faire la guerre aux non-musulmans d'une manière générale parce qu'ils ne croient pas en l'islam et n'appliquent pas l'islam. Mais il y a aussi des textes indirects qui incitent à la haine envers les juifs, envers les non-musulmans. Et ça peut-être expliquer dans certains sondages français une forme de mansuétude, une forme de capacité à excuser le moyen du pire, effectivement. J'ai par exemple, c'est intéressant, au-delà de ce sondage d'aujourd'hui, j'ai trouvé des sondages d'il y a quelques années, ils sont pas si lointains, qui donnent quand même des chiffres assez éloquents. Par exemple, j'ai vu que c'était un sondage il y a 3 ans, en 2020, donc 5 ans après les attentats de Charlie Hebdo. 66%, c'est une donnée là qui est passée totalement inaperçue à l'époque, 66% des Français musulmans considèrent que Charlie, après cet attentat, aurait mérité en fait un procès pour avoir publié ces caricatures. Donc on leur demande pas, moi je leur demande pas d'aimer, je leur demande pas de soutenir. Alors qu'ils sont morts. En tout cas, il y a l'idée de criminalisation quand même de la critique ou de ce qu'ils estiment être du blasphème. Idem, j'ai aussi un autre chiffre quand même intéressant, même si ça relève pas de la géopolitique comme dans le conflit entre Israël et Palestine. J'avais vu en 2020 un sondage sur la mode du no bra. Alors le no bra, c'est-à-dire les femmes qui ne portent pas de soutien-gorge chez elles, au travail, dans la rue, etc. Et ils avaient posé une question un petit peu polémique qui disait si des tétons sont visibles à travers le haut du vêtement d'une femme dans l'espace public et qu'elle se fait agresser, est-ce que vous estimeriez qu'il pourrait y avoir une circonstance atténuante pour l'agresseur? Et par exemple, la question a été posée à des gens en fonction de leur religion. 13% des Français sans religion ont répondu que oui, ce serait une circonstance atténuante. C'est 13%, c'est de trop. Mais bien sûr. Mais les musulmans, dans cette logique souvent de disproportion de données dans beaucoup de sondages, ont été 42% à répondre que oui, il y aurait une circonstance atténuante. Donc je pense que
quand même, on devrait s'interroger sur cette part non négligeable de la population des musulmans qui, endoctrinés à des textes qui leur inculquent peut-être une forme de mensuétude à l'égard de la violence. Il y a peut-être une explication culturelle et théologique au-delà de l'excuse sociologique, criminologique facile de l'indigence économique, quoi. Ce que vous dites, c'est qu'il y a dans la culture musulmane, mais alors des textes, dans les textes d'un côté, mais est-ce que c'est, je reprends les propos de l'historien Maurice Bensoussan qui dit finalement il y a quelque chose de l'antisémitisme qui est transmis dans les familles musulmanes. Donc il y a un vecteur qui est la religion elle-même et il y a un autre vecteur qui est la culture et l'éducation qui prolonge cette religion. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça pour dire qu'il y a une sorte d'antisémitisme, j'allais dire un peu structurel, pour prendre un mot à la mode, dans l'éducation que reçoivent de jeunes musulmans en France ? Alors c'est sûr que dans certains textes que je vous ai cités, notamment le texte eschatologique sur la fin des temps où les musulmans attaqueront les juifs, il y a une forme de généralité et c'est aussi ça le problème. Mais tous les imams ne l'interprètent pas au pied de la lettre. Justement, c'est ça le problème du Coran en fait, c'est qu'il est censé être la parole de Dieu pour les musulmans et que la prose dans le Coran est très généraliste, fait des généralités. Par exemple, je sais pas, à Sourate 5 verset 82, Allah dit officiellement, il dit que les musulmans trouveront que les personnes les plus hostiles aux musulmans, aux croyants envers Allah, c'est les juifs et les polythéistes. Mais comme vous le savez, il y a aussi des sourates qui disent le contraire. Dans la généralité, encore une fois, du Coran, même si le Coran est adapté à c'est un message fait par un prophète politicien, globalement, il y a quand même une mécréanophobie, il y a quand même globalement des versets qui incitent à la haine et à la violence envers les non-musulmans, ce qui inclut les juifs dedans. Et je crois que la quantité de versets qui appellent à la haine envers les non-musulmans est sans comparaison avec le peu de versets équivoques et contextuels. Et pour l'exemple du hadith eschatologique, de la dimension eschatologique que je vous ai donné, vu qu'il parle de la fin des temps, on ne peut pas le relativiser en disant finalement que c'était contextualisé à un passé révolu. Vous voyez, c'est ça le problème. Et je pense aussi que dans la culture islamique, au-delà des textes explicitement violents, il y a aussi des superstitions qui peut-être excuser et un petit peu, déresponsabiliser les gens. Je vous donne un exemple. Dans la plupart des sociétés islamiques, c'est vrai que par exemple, le fait de croire au destin, ça n'a l'air de rien comme ça, mais le fait de croire en le destin d'Allah, ça fait que Inch'Allah, c'est écrit. Quand ils voient des comportements de criminels ou de délinquants, ils peuvent se dire finalement, il est agité par le marionnettiste Allah. Idem, ils croient en l'idée que le diable susurre des mauvaises pensées aux musulmans. Donc c'est une fatalité. Voilà, l'idée qu'en tout cas, il y a un autre qui leur fait commettre éventuellement des mauvaises actions. Et je me demande si à l'arrivée, si on mélange ça avec la croyance en, je sais pas moi, en l'envoûtement, en les djinns, en le destin, en le diable, je me demande s'il n'y a pas une forme de déresponsabilisation psychiatrique de la plupart des criminels et délinquants, et peut-être que ça peut se retrouver à l'arrivée dans des sondages sur ce conflit ou sur d'autres choses, dans une proportion non négligeable quand même de la population de nos compatriotes musulmans, à avoir une forme d'excuse un petit peu sur certaines méthodes violentes. Vous dites finalement, si on a une famille un peu déstructurée, qu'on a un islam vraiment un peu grossier, très pris de manière littérale, ça peut être un facteur aggravant de la délinquance. Je pense que dans une certaine partie, c'est possible, mais je pense qu'il y a tellement de facteurs, parce que vous mettez ces facteurs psychologiques. Également aussi, il y a peut-être un problème, je pense, il faut poser sur la table, de ce que la France a à offrir comme modèle culturel et d'intégration éventuellement aux immigrations. Quand on sait par exemple que dans le sondage du 8 décembre dernier, 78% des musulmans estiment que la laïcité est discriminatoire envers les musulmans, c'est quand même un chiffre. Ils considèrent donc 4 musulmans sur 5 que ne serait-ce que le fonctionnement légal de notre État est déjà en soi quelque chose de discriminatoire envers les musulmans. Or, je suis désolé, mais par exemple, si il y a un règlement à l'entrée d'un lycée qui dit à une lycéenne musulmane qu'elle n'a pas le droit de porter son voile, en réalité, c'est valable pour tous les couvre-chefs. Et la laïcité n'est pas plus anti-islam que anti les autres religions. Donc, si on récapitule, vous dites que nous, la culture française porte contemporaine, même la République porte par une forme de laisser aller une responsabilité dans la difficulté
difficulté d'assimilation ou de coexistence. Je pense que politiquement, il y a une forme d'indifférence à l'égard de la culture. Il y a une culture de la criminologie sociologique en France qui explique tout, soit par la psychiatrie, soit par la pauvreté économique. À un moment donné, il faudrait s'interroger, même si ça a l'air d'être un sujet tabou, sur l'idéologie claire de nos compatriotes musulmans, de leurs textes, de ce que ça peut produire dans des sondages, quoi. Merci Majid Oukhacha. Je rappelle qu'on peut retrouver votre travail en ligne sur YouTube et que votre dernier ouvrage s'appelle Les 100 contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran aux éditions Libertaria. Merci d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause dans Berkoff dans tous ses états aujourd'hui avec Guillaume Bigot. On va se retrouver dans un instant. On parlera de référendum. Serait-il l'autre moyen d'écouter les Français sur l'immigration? Guilain Benessa, l'avocat, sera avec nous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Les paroles en politique, c'est quand même les actes qui comptent le plus en politique. Vous vous souvenez les réunions de Saint-Denis, là, le président de la République avait parlé de référendum, il avait même songé à un référendum sur l'immigration. Alors les paroles. Est-ce que le référendum sur l'immigration serait un autre moyen d'écouter les Français sur cette question? En tout cas, ça permettrait peut-être de sortir de cette crise de la loi immigration-intégration. On en a parlé pour la première fois de cette loi en juin 2022. Elle a été repoussée une première fois en août 2022. Elle a été ajournée en mars 2023. Elle a été relancée après l'attentat d'Arras en octobre 2023. Et la semaine dernière, erreur système pour la Macronie, adoption d'une motion de rejet préalable. Éric Ciotti ne garantit rien d'ailleurs. Il y a une commission mixte parlementaire cet après-midi, mixte paritaire, excusez-moi, cet après-midi à 17h. Pour en parler, nous sommes avec Guilain Benassa, éminent juriste, avocat, auteur de Le référendum impossible, comment faire taire le peuple aux éditions L'Artilleur. Bonjour Guilain Benassa. Ah, peut-être nous a-t-il pas encore rejoint. Il est là ? Ok. En tout cas, cette commission, moi, la première question que j'avais pour vous, c'est cette fameuse commission à 17h. Comment ça fonctionne ? Et est-ce que cette commission, finalement, qui doit se réunir à 17h, est-ce qu'elle ne va pas vider le débat parlementaire de sa substance ? Bon. On a un petit souci de téléphone. Aucun problème. En fait, cette affaire de référendum, non seulement ce serait un moyen de sortir de cette crise par le haut, mais ce qui est absolument fascinant dans cette affaire, c'est que normalement, les politiciens, vous savez, ils sont plutôt démagogues, c'est-à-dire qu'ils vont dans le sens de l'opinion publique. Eh bien là, ils ne veulent pas aller dans le sens de l'opinion publique, ils veulent imposer une loi. Alors je crois que Guilain Benassa, on l'a retrouvé en ligne et il va nous rejoindre. Donc première question, comment marche cette CMP qui doit se tenir à 17h ? En fait, la CMP a un fonctionnement un peu logique, vu la situation, c'est qu'on essaie de débloquer la chose en recueillant l'avis, en composant une commission qui est composée justement de membres à la fois, en l'occurrence de la Macronie et des députés LR notamment. Donc c'est une commission mixte de divers partis, en l'occurrence donc principalement Renaissance et les députés et les Républicains, pour trouver un texte, un accord sur un texte qui soit un compromis, et d'ailleurs c'est toute la difficulté de la commission, c'est de trouver un compromis là-dedans pour essayer de sortir par le haut. Donc la volonté du gouvernement, c'est de tenter de ne pas abandonner en cours de route, et pour ne pas abandonner en cours de route, il faut impérativement trouver un compromis qui devrait se dessiner dans les prochaines heures, d'où les conciliabules qu'on a depuis plusieurs jours, qui devraient théoriquement, si tout va bien, donner un accord qui devrait se dessiner dans la soirée pour une discussion ensuite à l'Assemblée demain. Donc c'est la grande difficulté à laquelle la Macronie est confrontée. Mais enfin, j'ai envie de vous dire, Monsieur Bigot, grande difficulté qui en réalité est le propre de la Macronie, c'est de nous voir en même temps, puisqu'il faut trouver quelque chose qui satisfasse en même temps la Macronie, en même temps les Républicains qui sont majoritaires. C'est le péché originel, c'est le péché originel de la Macronie. On nous vend par ailleurs que cette loi, vous savez, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, c'est une loi immigration et intégration, va réduire, surtout c'est ce qu'on attend de cette loi, le nombre de voies de recours pour le droit d'asile. Est-ce que pour vous, ça va au moins régler cette question, si d'aventure cette loi passe, ça va au moins régler le problème du détournement du droit d'asile en France ? Alors,
le problème, vous savez, sur le droit d'asile, mais on pourrait élargir la question au droit des étrangers en général, ce qu'on appelle le droit des étrangers. C'est un contentieux qui fait l'objet d'une foultitude de procédures. C'est plus de 10 procédures différentes en général qui donnent lieu à multiples recours, à des recours sur recours. C'est quelque chose, sincèrement, c'est ubuesque. C'est le labyrinthe du droit des étrangers, c'est quelque chose d'invraisemblable. Il y avait d'ailleurs, je crois, 14 recours ou 12 recours, enfin plus d'une dizaine, et on devrait passer à 4 recours, c'est ça ? Exactement. Il y a élimination d'une dizaine de recours pour fusionner en fait les choses et aboutir à 4 procédures principales. Alors, pour vous répondre clairement, évidemment, je peux difficilement dire que ça ne va pas dans le bon sens. Vous savez, l'autre manière, on le dit trop peu souvent, l'état de droit, comme on en parle souvent, est également un piège procédural, puisqu'on on aboutit, vous savez, à un empilement de procédures, à un empilement de voies de recours, qui fait que ce caractère ubuesque qu'il a lieu dans plein de domaines, mais on va dire que dans le droit des étrangers, c'est probablement l'un des domaines qui est le plus gangréné en la matière, où au bout d'un moment, plus personne ne comprend rien à rien. C'est ça. Donc, pour moi, plus on réduira, mieux ça vaudra, plus on simplifiera, plus ce sera clair pour tout le monde. Mais, et il y a déjà un mais, je suis obligé de le dire, le mais, c'est quand même que ensuite, il y a la pratique au niveau des tribunaux. Et je vous avoue que vous rentrez dans un tribunal administratif et vous allez voir une audience en droit des étrangers, il y a également beaucoup à dire sur le fonctionnement au niveau des tribunaux. Donc, simplification procédurale, oui. Simplification en réalité et aboutissement en pratique, ça reste à voir et ça dépend largement de la jurisprudence. Et honnêtement, là-dedans, il y a du boulot. Mais justement, est-ce que, par exemple, il y a une des dispositions qui avait été adoptée par le Sénat, on va voir si elle se retranscrit ou pas dans la loi, qui est de faire machine arrière, de retransformer le séjour illégal d'un étranger en délit. Ça avait été supprimé, je crois, en 2012 par François Hollande. C'était à l'époque, je crois, 1 an de prison et une amende. Là, aujourd'hui, on a un sondage, par exemple, CNews JDD, qui dit que 71% des Français sont favorables à considérer que c'est un délit. Comment se fait-il que les députés, les sénateurs, au-delà de l'exécutif, ne suivent pas 71% des Français? C'est quand même stupéfiant. On accuse en général les hommes politiques de faire de la démagogie. Là, ils font dans l'anti-démagogie. Je vous rejoins assez. En fait, j'ai deux remarques. Première remarque sur le délit en tant que tel, le délit de séjour irrégulier. Sur cette question, c'est effectivement François Hollande qui a supprimé la chose. Il faut bien prendre conscience que François Hollande l'a fait, parce qu'en réalité, au niveau du droit européen au sens large, droit de l'Union européenne, mais également droit de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est un vaste magma, on va dire. Ce délit-là, il n'existe plus. C'est-à-dire qu'on a dépénalisé la chose depuis longtemps. Donc en fait, on s'est adapté à une situation qui a été plus ou moins promise par l'Europe. Ensuite, sur cette fameuse question du référendum. Et vous rappeliez, et je vous en remercie, qu'effectivement, je viens de publier un bouquin sur la question, pour une raison simple, c'est que, et je vous donne une anecdote, mais pour moi qui n'est pas une anecdote. 69, le général de Gaulle démissionne à la suite d'un référendum raté. Enfin, il a perdu le référendum, le fameux grand référendum de 69. 6 mois plus tard, son successeur, Georges Pompidou, dit la chose suivante à des journalistes postés à l'Élysée. Il dit « Il me faut trouver une question pour référender, sinon le référendum tombera en désuétude ». Ce qui veut dire qu'en 1970, il y a 53 ans, le président de la République en exercice savait déjà qu'à force de ne pas référenderait, on ne référenderait plus. Mais alors attendez, vous dites autre chose là aussi, si je peux vous arrêter un instant, c'est que vous dites que à partir du moment où on perd un référendum, évidemment ça décourage d'organiser un référendum. Enfin, ça sera pas le dernier, pas le premier, pas le dernier perdu. Ah non, bien sûr. Mais déjà, à l'époque, il faut rappeler une chose toute simple. L'ADN de nos institutions, l'ADN de la façon dont la France doit être gouvernée, théoriquement, c'est qu'un référendum a 2 particularités. D'une part, saisir le pouls du peuple. En l'occurrence, on pourrait demander au peuple de se positionner sur l'immigration. Je veux dire, sondage après sondage, on sait qu'il le souhaite et la réponse est assez claire. Et d'autre part, il y a un principe de responsabilité. Vous gagnez le référendum, vous êtes légitimé. Vous perdez le référendum, vous partez. Or, dès les années 70, et c'est bien l'objet, c'est que Pompidou, et par la suite, c'est bien ce qu'on occultera, c'est qu'en fait, on savait depuis le départ qu'à ne pas référenderer, on ne le ferait plus. Parce qu'on ne veut pas, depuis très longtemps, du référendum. Donc on joue un grand jeu, qui est de parler du référendum sans en organiser, de le sortir du chapeau pour questionner la bonne question, vous savez, envisager la perspective des référendums, mais en fait, en pratique, on fait tout pour ne jamais en organiser, parce qu'en fait, on a peur
de s'en remettre à la voix du peuple. Mais pardon, Guilain Benessa, mais là, en l'occurrence, si on regarde un sondage encore du 13 décembre, très récent, c'est CNews, on a 66% des Français favorables à un référendum sur l'immigration. Donc là, le risque pris à organiser un référendum, non seulement est faible, mais par ailleurs, le pouvoir n'est pas incroyablement légitime. Donc il pourrait se ressourcer dans ce référendum. Pourquoi c'est pas possible ? Ah mais tout à fait d'accord avec vous. En théorie, il y aurait rien de mieux. Vous savez, la Macronie rêve d'une onction. Puisque finalement, élection après élection, il n'y a pas une grande onction macronienne qui manque. En fait, il y a un vrai problème de légitimité. Mais le problème, il est simple. C'est que si demain vous posez une question sur l'immigration, on va dire hard, c'est-à-dire vous savez quelque chose de clair, une question, voilà, réponse blanc ou noir avec, vous savez, des questions pratiques très simples, ce que veut le peuple sur la question, ça veut dire que vous défiez immédiatement le droit européen, alors on va dire l'Europe au sens large, c'est-à-dire l'Europe politique, Commission européenne, évidemment, Parlement européen, etc. Et surtout, la chapelle de jurisprudence européenne qui nous empêche de prendre des décisions claires et hard sur la question de l'immigration. Donc en fait, ce qu'on fait, pour vous répondre clairement, c'est que la loi immigration, c'est une façon de se faufiler pour ne surtout pas revenir sur les grandes questions parce que le référendum aurait ça de terrible qu'il pourrait modifier l'état du droit fondamentalement et surtout être en porte-à-faux vis-à-vis du droit de l'Union européenne puisque théoriquement, la Constitution, donc la décision souveraine du peuple, serait supérieure à la litanie et aux imbrications de ces invraisemblables complexités que l'Europe a mise en place depuis 60 ans. Donc là, on touche à l'os, en fait. On touche à l'os avec cette notion d'état de droit et de primauté du droit européen. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, le référendum est impossible, quand bien même les autorités pourraient y avoir un intérêt politique, ne serait-ce qu'à se ressourcer et à suivre la majorité de l'opinion publique, parce qu'en fait, le plus petit référendum sur l'immigration toucherait en fait le nerf de la dent, en fait, de la carie, c'est-à-dire cette idée d'état de droit imposé par l'Europe. C'est ce que vous nous dites ? Exactement. Je vous donne un exemple très simple et tous les auditeurs comprendront. On a vécu une grande journée en même temps la semaine dernière. Une grande journée. Nous avions le même jour la motion de rejet à l'encontre de la loi immigration qui a mis Gérald Darmanin, Elisabeth Borne et tous les autres dans l'embarras. Et nous avons eu quasiment le même jour, vous me permettez, c'était 3 jours avant, mais en fait lundi ça a été rendu public. Nous avons eu un arrêt du Conseil d'État qui a ordonné de rapatrier un Ouzbek soupçonné de radicalisation que Darmanin venait d'expulser quelques semaines auparavant. Au nom de quoi ? Au nom des impératifs de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui veut dire que le même jour, on a d'un côté une loi qui donc est rejetée, et de l'autre, un juge français qui se fait le chien de garde de la Convention européenne des droits de l'homme, de la CEDH, qui applique la CEDH pour ordonner au gouvernement de rapatrier la personne, l'Ouzbek. Ce qui veut dire, et c'est très très simple. C'est stupéfiant, cette histoire, vous faites bien de la rappeler, elle est absolument stupéfiante. Alors elle est stupéfiante dans la contingence qu'elle met en exergue, parce qu'on a encore une fois le même jour la loi immigration et la question du rapatriement et donc de l'expulsion impossible, mais surtout on se rend bien compte que la loi immigration par exemple ne permettrait absolument nullement de lutter contre ces errements-là, qui sont des errements à propos desquels le juge français devient le chien de garde de la Convention européenne des droits de l'homme, convention qui est comprise dans les impératifs européens, qui, selon la Cour de justice de l'Union européenne, font partie intégrante des valeurs de l'état de droit. Je comprends. Donc vous voyez bien que d'un côté, on a le référendum qui serait une décision vraiment souveraine, qui mettrait à mal tout cela, et de l'autre, on a cet état de droit défendu par la Cour de justice de l'Union européenne, dont font partie la litanie de textes européens, dont la Convention européenne des droits de l'homme, dont le juge français est le chien de garde, le cerbère. Maître, je vais vous demander d'être très synthétique, je sais que vous êtes capable de l'être pour conclure votre plaidoirie. Le référendum est impossible, on a bien compris pourquoi, mais est-ce que finalement, pour surmonter cet obstacle de l'état de droit, la seule issue, c'est de modifier la Constitution, c'est de la réviser, c'est bien ça ? Non, à mon sens, non. C'est une possibilité, mais moi, vous savez, la conclusion de mon livre, ou plutôt ce que j'essaie de défendre tout du long, et ce sera notre conclusion. C'est qu'en fait, il suffirait à ce qu'un président fasse, comme De Gaulle faisait dans les années 60, c'est-à-dire un référendum avec une question entre guillemets interdite, et qu'il se fiche de l'avis à la fois des juges français et de l'Europe. Dans ce cas-là, ce serait un acte de courage qui lui permet d'être de légitimer. Par contre, il envoierait valdinguer le juridiquement correct qui a 50 ans d'âge. Eh ben voilà, merci Guilain Benessa. Je rappelle que vous êtes juriste, auteur de Le référendum impossible, comment faire taire le peuple aux éditions L'Artilleur. Merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Vous allez retrouver les perles, les huées, les bravos de Guillaume Bigon.
On va parler d'OQTF et de Gabriel Attal dans un instant. Et puis on prend vos appels évidemment et vos réactions. Si ça vous fait réagir, 0826 300 300. Et puis on prend vos commentaires sur les réseaux sociaux. Justine Houlet vous attend sur les réseaux. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Savez-vous quel est le... Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du... Terrible, hein, c'est terrible. Claire, 26 ans, sa ville c'est Paris, son quartier c'est le 8e arrondissement. Normalement c'est un quartier tranquille et elle a vécu ce que redoutent de nombreuses jeunes femmes dans notre pays, être suivies dans la rue par un prédateur sexuel. Ça s'est passé le 11 novembre à 16h30, elle revient du Monoprix avec ses sacs de courses. Cette consultante vit dans une petite rue calme, elle tape le code de sa porte, elle marche 5 mètres dans son hall, elle entend des bruits de pas derrière elle, elle se retrouve ensuite plaquée au sol. La suite, c'est elle qui vous raconte. Du coup, je commence à avoir des mains qui sont sur mon cou, qui m'étranglent, j'arrive pas à respirer, je crie dans l'espoir qu'il y ait justement des voisins qui arrivent. Au final, en fait, je comprends que la personne veut plus que me voler mes affaires et veut justement me violer. Donc, je commence à essayer de me débattre, ça dure une dizaine de minutes. Sauf qu'en fait, j'avais le choix, je pense, entre la mort et le viol. Donc, pour gagner du temps, j'ai choisi de faire ce qu'il voulait. Ouais, le problème, c'est que Claire ne le sait pas encore, mais son agresseur a déjà violé une autre jeune femme, une étudiante de 19 ans, sous la menace d'un couteau, quelques minutes plus tôt. Or, ce jeune homme, il est de nationalité centrafricaine, il a 25 ans, c'est un OQTF. Une OQTF, une de plus, non exécutée. Ça vous rappelle quelque chose? Moi aussi. Octobre 2022, l'horreur absolue. Cette fillette, Lola, suppliciée par une Algérienne de 24 ans. OQTF depuis août 2022. OQTF non exécuté. Le 11 janvier 2023, un passant est blessé à l'arme blanche à la gare du Nord. Depuis l'été dernier, on ne sait même pas s'il est libyen ou algérien. C'est encore un OQTF non exécuté. Le 15 janvier 2023, une femme de 78 ans, frappée, volée, violée à son domicile par un Guinéen de 24 ans. OQTF non exécuté. Le 28 janvier, un homme défigure son ex-compagne à coups de cutter à Vitry-sur-Seine. Le suspect est un Guinéen de 24 ans visé par une OQTF. OQTF non exécuté. 3 semaines plus tôt, une patiente est violée à l'hôpital Cochin à Paris. Le mis en cause, un Jordanien de 22 ans. Vous devinez la suite. OQTF non exécuté. 21 octobre 2022, un viol en pleine rue à Marseille. Les policiers le surprennent en lutte avec sa victime dénudée et blessée. C'est un Algérien, sans surprise. OQTF non exécuté. Le 22 octobre 2022, une magistrate du tribunal judiciaire de Créteil, une magistrate elle-même est agressée sexuellement après avoir voulu défendre 2 femmes par un Algérien. OQTF non exécuté. Dans OQTF, il y a obligation. Je rappelle que la différence entre la loi et d'autres règles, comme la politesse par exemple. La politesse, vous pouvez être poli ou pas poli, il n'y a pas de sanction. La loi est sanctionnée. Une obligation doit s'appliquer. Le fondement d'un État, c'est la violence légitime. À quel moment les OQTF vont devenir des obligations? À quel moment l'État va faire son boulot? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ce sont les huées du jour. Je me rappelle du suicide du petit Lucas le 7 janvier. Il avait 13 ans. Il s'est donné la mort après avoir été harcelé sur TikTok. C'est malheureusement, je sais pas, une histoire banale parce qu'heureusement, quand le harcèlement arrive jusqu'au suicide, ça reste exceptionnel. Mais enfin, c'est absolument terrifiant. C'est plus que poignant. Et la question, c'est que fait le ministre Attal? Vous savez, le ministre Attal, c'est un peu le surdoué de la Macronie, c'est un peu le chouchou, c'est le petit prince, c'est le bon élève. Et en fait, il nous a tous donné envie d'y croire. Et je veux y croire. Le choc d'autorité, par exemple, formidable. Il a interdit l'abaya. Il a promis de sanctionner des élèves qui ont perturbé la minute de silence en hommage à Samuel Paty et à Dominique Bernard. Et il l'a fait. Formidable. Il promet d'expérimenter l'uniforme. Il va sans doute le faire. Formidable. Il promet un choc des savoirs et donner le dernier mot aux professeurs en rétablissant les notes et en décidant ou non les passages dans la classe supérieure. Formidable. Mais est-ce qu'il va y avoir un choc d'efficacité sur ce qu'il considère lui-même comme la priorité des priorités, c'est-à-dire le harcèlement scolaire? Cette plaie qui fait qu'il y a une violence qui monte, il y a un ensauvagement et un phénomène de masse. Un collégien sur 10 dit avoir été victime de harcèlement. Et Gabriel Attal, il en a fait une affaire personnelle. Et pour cause, lui-même a avoué avoir été harcelé. Oh, bah,
passait pas au collège Rosa Parks au fin fond d'une cité, non, c'était plutôt dans un quartier chic. Mais qu'importe, il a lui-même été victime de harcèlement, donc il sait de quoi il parle. Et il a pris cet engagement très fort. J'ai fait de la lutte contre le harcèlement scolaire ma grande cause, priorité absolue, qui m'oblige depuis ma nomination cet été. Il a en effet pris ses fonctions le 20 juillet 2023. Alors, on attend le grand plan de lutte contre le harcèlement. On attend des faits. Il y a un numéro vert qu'on va rappeler, 30-20, si vous êtes victime de harcèlement ou si vos enfants sont victimes de harcèlement, le 30-20. Il y a ces affaires tout aussi atroces les unes que les autres, mais revenons sur l'affaire du petit Lucas. 7 janvier, 13 ans, il se suicide. C'est toujours le même scénario. Ça a été détecté, il y a eu des alertes et puis tout le monde aurait bien fait. Les professeurs ont bien fait, la direction a bien fait, le rectorat a bien fait. Bon, en réalité, le ministre Attal a demandé à la suite de son prédécesseur une enquête administrative. Or, Mediapart nous a révélé que l'enquête administrative, écoutez bien, l'enquête administrative promise par son prédécesseur, alors que c'est une priorité des priorités, l'enquête administrative concernant le suicide du petit Lucas n'a toujours pas été lancée. Voilà. Donc, moi, j'en appelle au ministre Attal et je lui demande de bien vouloir faire ce qu'il a promis, c'est-à-dire lutter contre le harcèlement et pour commencer, faire aboutir cette enquête administrative. Le petit Lucas et ses parents le méritent. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'empire occidental contre le choc des civilisations. Je voulais aujourd'hui tirer un coup de chapeau à Jean-Loup Bonamy, ce jeune philosophe et spécialiste de géopolitique. Il a donné un entretien, à mon avis, absolument remarquable dans Marianne. La guerre des civilisations n'aura pas lieu, c'est le titre. Parce que lorsqu'on parle de choc des civilisations, rappelle Jean-Loup Bonamy, eh bien, on fait précisément le jeu des islamistes. Oui, pourquoi ? Mais comment pouvoir transformer en civilisation des racailles, des terroristes ? C'est quand même trop d'honneur que de les instituer en civilisation. Mieux, Jean-Loup Bonamy dit qu'on unifie finalement nos ennemis. Pourquoi le Hamas, question, représenterait davantage l'islam que la Jordanie, que l'Égypte, que le Maroc, que les Émirats arabes unis qui ont reconnu Israël? La théorie du choc des civilisations, dit Jean-Loup Bonamy, c'est une hérésie stratégique. Vous savez, c'est un livre, un best-seller qui date de 1996, ouvrage d'ailleurs assez remarquable, très éclairant du professeur Samuel Huntington. Mais pourquoi c'est une hérésie stratégique ? Parce que si on réfléchit, si on va dans le sens du choc des civilisations, que veulent d'ailleurs les islamistes, ça signifie on assimile l'islam à l'islamisme, ça signifie donc que notre ennemi, ce ne sont plus que les islamistes, ça devient le monde musulman. Ça signifie qu'on doit faire face à 1,5 milliard de musulmans, dont 6 millions sur notre sol. Mais si l'islam et l'islamisme, pourquoi les services secrets égyptiens, pays musulmans, ont averti Israël avant le drame du 7 octobre? Et si l'islam et l'islamisme, pourquoi la France coopère avec autant d'efficacité, par exemple, avec les services marocains ? Royaume du Maroc, je rappelle, dirigé par un roi qui est commandeur des croyants, donc parfaitement musulman. Pourquoi ? On voit bien que l'islam n'est pas l'islamisme. L'islamisme n'est pas l'expression d'un islam millénaire, dit Jean-Loup Bonamy. L'islamisme, c'est justement le pur produit de la modernité. C'est une réaction à la crise que traverse le monde musulman. La mondialisation a détruit l'islam traditionnel, l'islam du village, l'islam du folklore populaire, l'islam des soufis. Et c'est aussi ce qui explique le succès de l'islamisme chez nous, en Europe et en France, auprès de jeunes issus de l'immigration. Pourquoi ? Mais parce que l'immigration, c'est précisément le déracinement. Et les immigrés sont un public de choix pour l'islamisme, parce qu'ils sont déracinés, ils ne connaissent rien à l'islam traditionnel, rien à l'islam de leurs ancêtres, et donc les islamistes se jettent sur eux. En réalité, la planète, conclut Jean-Loup Bonamy, ne vit pas un choc de civilisation, mais un choc de décivilisation. Et nous ferions bien de comprendre que notre propre société est en train de se déciviliser. Le président Macron l'a dit, il n'y a pas de culture française, n'est-ce pas un signe de décivilisation ? 39 menhirs à Carnac à l'été 2023 ont été détruits pour construire une grande surface. N'est-ce pas un signe de décivilisation ? Et la mairie de Nantes qui prône une approche multiculturelle et non confessionnelle des fêtes de Noël. On n'a plus le droit de dire Noël, on dit fête d'hiver. N'est-ce pas un signe de décivilisation ? Et si nous faisions partie du problème ? Entretien à retrouver donc dans Marianne de Jean-Loup Bonamy. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio pour le face-à-face du jour. Pierre Valentin, l'essayiste et auteur de ce nouveau livre, Comprendre la révolution woke, sera avec nous, avec Guillaume Bigot, jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio.
Bonjour à tous, c'est Alexandre Delovan et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Guillaume Bigot. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face aujourd'hui. Guillaume Bigot reçoit Pierre Valentin, essayiste et auteur de ce livre Comprendre la révolution woke. C'est aux éditions Gallimard. Bonjour Pierre Valentin. Bonjour Pierre Valentin, alors ce sera davantage, je pense, un côte à côte qu'un face à face, parce que je suis ravi de vous recevoir d'abord, parce que vous êtes un jeune auteur, je crois que vous avez 26 ans, c'est ça ? 25, ah oui, je vous vieillis. Le talent n'attend pas le nombre des années, donc vous incarnez un peu la relève pour moi. Deuxièmement, parce que vous nous parlez du wokisme, et le wokisme, vous l'avez vu de près, vous avez étudié en Grande-Bretagne, à l'université d'Exeter. Et ensuite, parce que vous avez été l'un des premiers en France à commettre une note pour la Fondapol sur le wokisme. Et aujourd'hui, vous livrez un Comprendre la révolution woke aux éditions Gallimard. Lecture que je recommande à tous nos auditeurs. Donc bonjour et bienvenue. Est-ce que, moi la première question que je me pose c'est, est-ce que finalement on leur donne pas trop d'importance à ces fameux woke? Le regretté Laurent Bouvet, qui avait inventé ce concept d'insécurité culturelle et qui ferraillait très très dur contre les woke. Je me souviens, on avait des grandes discussions où je lui dis mais pourquoi tu donnes autant d'importance à ces gens? Ils relèvent un peu de la psychiatrie. Est-ce que... peut-être pas exagéré non plus, mais est-ce que, vous voyez, ce sont des gens, on a l'impression qu'ils s'affranchissent du principe de non-contradiction. Est-ce que c'est sérieux de parler à des gens qui vous disent 2 + 2 = 5 ? Là où je dirais que je partage votre analyse, c'est qu'en effet, la pure rationalité froide des faits et des raisonnements logiques ne vont pas les arrêter nécessairement. Par contre, là où, à mon sens, l'exemple de Claudine Gay, la présidente de Harvard, me paraît importante, pour rappeler brièvement auprès de vos auditeurs, le Sénat, ou le Congrès américain, pardon, lui a posé la question, est-ce que dire que il faut génocider les Juifs est problématique par rapport aux règles de conduite de Harvard. C'était à la suite de la flambée d'antisémitisme dans les universités. Tout à fait, depuis le 7 octobre notamment. Et là, elle a dit ça dépend du contexte, elle n'a pas osé le dire clairement. Ensuite, il s'est avéré que par donc ça montre que ça pénètre profondément. Ça pénètre. Ensuite, pour aggraver son cas, si je puis dire, on a vu qu'elle avait plagié une quantité très importante de fois, alors qu'elle est présidente de Harvard et c'est elle qui met en place les règles sur le plagiat. Elle a déjà exclu des élèves, à juste titre, j'imagine, pour plagiat. Mais donc ça pose question. Et le board de Harvard s'est réuni et a finalement tranché en sa faveur en ne la limogeant pas. Qu'est-ce que ça indique, cet exemple ? C'est que ça vient détruire, à mon sens, 2 mécanismes de déni très importants lorsqu'on parle de wokisme, qui est le premier, le fond n'est pas si radical que ça. Ce sont des gentils progressistes qui parlent d'inclusion et de diversité. Là, on voit qu'on est quand même sur ne pas condamner explicitement la phrase « il faut génocider les Juifs ». Donc, le fond est très radical. Et ensuite, l'aspect marginal, en disant oui, mais c'est dans quelques départements d'universités très marginaux, ça ne parle pas, ça ne pénètre pas des grandes institutions. Là, on est face à la présidente de Harvard. Donc là, c'est institutionnel. Vous dites que c'est institutionnel et que ça résiste en plus. Institutionnel et radical. Et c'est pour ça que l'argument qui est de dire on va en parler moins pour moins les faire exister, en réalité, elle continuerait à être tranquillement présidente de Harvard et les gens ne seraient même pas au courant de la radicalité du propos si on n'avait pas essayé de le médiatiser. Donc il faut en parler, ça tombe bien, on en parle. Par exemple, vous citez quelqu'un qui s'appelle Pauline Armand. Armange, c'est ça, Armange, qui dit « Moi, les hommes, je les déteste », c'est ça ? Oui. Et ça s'est vendu à combien, son bouquin-là ? Ça, je ne saurais pas vous dire. Par contre, il y a eu un public pour ça. Il y a eu un public, il y a eu un certain retentissement, moins que l'autre ouvrage que je cite dans la même veine, qui est Le génie lesbien de Alice Coffin, qui est tout aussi radical et qui pour le coup elle a été enviée. C'est une mise en abîme, si vous me permettez. C'est un génie qui fait un livre sur le génie. Ouais, tout à fait. Un génie au carré. Et voilà, elle pour le coup, elle a vraiment été invitée pour détailler les nuances infinies de sa pensée sur beaucoup de plateaux. Mais donc ce que dit Armange, pour reprendre le premier exemple, moi les hommes je déteste, c'est pas un titre provocateur, ou en tout cas il est fidèle au contenu. À l'intérieur, elle clarifie encore en disant tous, point d'interrogation, oui, tous, absolument. Elle revendique au même titre que Coffin ce qu'elle appelle la misandrie politique, qu'elle définit comme un sentiment négatif à l'égard de la gente masculine dans son ensemble,
Et encore une fois, c'est de la part de gens qui imaginent que le système, comme ils disent avec un S majuscule, serait complètement en leur défaveur, alors qu'à ma connaissance, on n'a jamais vu de livre publié « Moi, les femmes, je les déteste » ou à l'inverse, le génie hétérosexuel qui dirait, pour citer Alice Coffin et l'inversé, qu'il faudrait arrêter d'admirer les œuvres des petits garçons, elle a dit petits garçons, des petites filles, et ainsi elles cesseront d'exister. Et vous dites, vous faites référence à la ferme des animaux, qui est un texte remarquable d'Orwell. On parle toujours de 1984, mais on oublie ce petit texte qui est assez génial. Et vous dites qu'il y a vraiment un lien avec le ressentiment. Le sentiment clé, c'est le ressentiment. Et vous dites que c'est ça le soubassement du wokisme. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. À mon sens, il y a un passage dans la ferme des animaux qui est clé, qui est que le moulin que les animaux, donc nouveaux dominés, mais qui reprennent le contrôle, qui deviennent autogérés, si vous me permettez la formule, ils créent un moulin pour leur nouvelle indépendance. Pendant la nuit, il se trouve qu'il y a une tempête, ce qui est le seul élément factuel dont on a connaissance, et le moulin s'écroule. Et là, à mon sens, ils avaient 3 postures existentielles. La première, c'était de se dire, on l'a pas assez bien construit, c'est de notre faute, donc une posture de responsabilisation. La seconde, c'est de dire, c'est le tragique, c'est les aléas, c'est la météo, c'est de la faute à personne. Tant pis. Et ils choisissent la 3e option qui est, dans la nuit, nos ennemis, donc en l'occurrence le cochon boule de neige, qui est censé être un dissident, un traître, c'est là où on sent le mâle blanc hétérosexuel revenir à la charge. Exactement. Le système, un ennemi, un bouc émissaire, quelqu'un pendant la nuit est venu détruire notre moulin à notre place. C'est de la faute au complot, à la conspiration qui nous a détruits. Et là, on voit que c'est le ressentiment qui les tient en laisse. C'est-à-dire que, pour reprendre la phrase de Nietzsche, quelqu'un, quelque part, doit être responsable de mon mal-être. Et les woke, à mon sens, sont mus par cette émotion très sombre. Est-ce que pour vous, ça relève d'une sorte de... je sais pas, ce qu'on pourrait appeler pulsion morbide. Alors je sais que vous aimez beaucoup aussi Christopher Lasch, La culture du narcissisme, qui est un livre de 1989, un historien américain. 79, vous avez raison, c'est encore plus ancien que ça, encore plus fou. Et il fait un diagnostic général, il pose le diagnostic que le monde occidental est atteint de narcissisme. Et il dit le narcissisme, c'est pas tellement trop s'aimer. Finalement, le narcissisme, c'est être dans une sorte de fragilité, justement, narcissique, d'avoir besoin d'être rassuré. Et vous établissez le lien avec le wokisme, c'est bien ça ? Oui, on peut prendre 2 faits divers woke et ensuite on trouvera la cohérence qui sera dans le narcissisme. Le premier, c'est on a cherché à interpréter une Jeanne d'Arc non binaire dans le théâtre du Globe à Londres, qui est le théâtre où Shakespeare se produisait. Et le second fait divers, qui est un peu lié au premier, c'est que on a voulu faire de Shakespeare, notamment dans la pièce As You Like It, où une femme se déguise en homme, un pionnier de la cause transgenre. Et quelle est la cohérence de ces 2 faits divers ? C'est que dans les 2 cas, on dit la preuve que Shakespeare est génial, ou que Jeanne d'Arc est géniale, que les grandes figures de la civilisation occidentale sont géniales, c'est qu'elles pensent comme moi, militant aujourd'hui en 2023. C'est-à-dire que, à l'inverse, on a vu évidemment beaucoup de déboulonnements symboliques ou réels de Jeanne d'Arc et de Shakespeare, lorsque on partit du principe qu'ils ne pensaient pas comme nous. Soit les grandes figures occidentales pensent comme moi, auquel cas elles sont géniales parce que les aduler revient à m'aduler moi-même, Narcisse. Et on les annexe. Ou alors on les absorbe ou on les annexe, elles deviennent comme nous et là je peux les célébrer. Mais il n'y a pas la 3e voie. D'ailleurs, je ouvre une parenthèse, et là on va jouer, paraît-il, un Cyrano de Bergerac aussi revu et corrigé. Roxane est une transe ou je ne sais pas trop. J'ignorais, mais ça va tout à fait dans le même esprit. Et en fait, il y a la 3e voie qui devrait être la nôtre, qui notamment devrait être celle des jeunes étudiants au moment où ils étudient, où ils s'ouvrent sur le monde, c'est de dire ces grandes figures ne pensent pas comme moi, mais c'est à moi d'être bousculé, d'être brusqué par eux, d'être brusqué par le monde extérieur et d'apprendre, de m'agenouiller symboliquement pour apprendre, et non pas moi qui coupe des têtes ou qui déboulonne des statues. Il y a un rapport d'arrogance et de narcissisme très fort, à mon sens. Donc ça manque d'humilité, en même temps ça manque d'assurance, l'un et l'autre. Oui, en effet, c'est vrai que Lasch dit là-dessus que le narcissisme n'est pas une indépendance arrogante, mais au contraire une sorte de dépendance affective sur des stimuli externes, et c'est plutôt la figure de la personne qui se regarde dans le miroir longtemps pour y voir la moindre faille. Donc il y a en effet, si on était certain de s'aimer, on ne passerait pas notre temps à demander aux autres de nous dire qu'on est génial. Et confirmation. Voilà, c'est le problème du narcisse qui ne s'aime pas tant que ça, a besoin des autres en permanence, a besoin que le monde, comme le mythe de Narcisse, lui renvoie en permanence sa propre image en version améliorée pour qu'il se rassure sur lui-même. Et la recherche des likes sur les réseaux sociaux. Tout à fait, qui va dans ce sens-là. Dispositif là-dessus. Ok, moi je voudrais savoir si pour vous ça peut mal tourner. Il y a le livre de mon collègue Mathieu Bocoté qui parle de totalitarisme sans goulag.
Ce wokisme qui se répand, on entend, vous dites ça résiste, etc. Jusqu'où ça peut aller? Le fait quand même que ce soit un totalitarisme sans hémoglobine, ça devrait être assez rassurant. Alors on va peut-être marquer une pause, peut-être avant. Ouais, on va continuer cet entretien après cette courte pause, mais avant ça, vous commencez à reconnaître la musique puisque le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. C'est peut-être le moment pour vous de nous appeler au 0826 300 300 pour essayer de gagner plein de cadeaux qu'on a à vous offrir. On a des voyages, on a des enceintes connectées, on a des séjours, on a des casques Bluetooth offerts par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Vous nous appelez 0826 300 300. Tenez, Guillaume, donnez-moi un chiffre entre 1 et 25. 7. Allez, le 7e appel, vous remporterez le cadeau du jour. À tout de suite sur Sud Radio. C'est Gilles Grossman, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Guillaume Bigot. Alors, on parle avec Pierre Valentin de cette révolution multicolore, wokiste, qui nous vient des États-Unis. Et je vous posais la question, Pierre Valentin, savoir si finalement ce qu'on assimile à une sorte de totalitarisme, je fais référence à l'ouvrage Le totalitarisme sans goulag de Mathieu Bock-Côté, le fait qu'il n'y ait pas d'hémoglobine, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas des massacres à grande échelle comme le nazisme, comme le communisme, ça fait qu'on n'est pas dans un phénomène de même nature tout de même. Alors sur la question précise du totalitarisme, je la mettrai un peu de côté parce que pour le coup, je n'ai pas assez creusé la question précise. C'est une question difficile. Il y a des gens que j'estime intellectuellement beaucoup des deux côtés de ce débat. Par contre, sur l'aspect violence, je pense que déjà eux-mêmes, dans l'autre sens, admettent un continuum entre les paroles et les actes. Ils ont tendance à dire que lorsque des militants de droite s'expriment, ça vient justifier in fine des violences contre les minorités, etc. Donc, faut l'admettre aussi peut-être dans l'autre sens. Dans leur discours, ils sont capables d'aller très très loin. Je cite notamment un collaborateur du New York Times qui dit « La blanchité est un virus qui ne mourra pas tant qu'il restera des corps à infecter. » Lorsqu'on dit ça, c'est quand même très profond en termes d'agressivité. Il y a également une psychanalyste qui fait une conférence à Yale qui raconte son fantasme de décharger un revolver dans la tête de plusieurs blancs et de s'en éloigner comme si elle avait, je cite, rendu au monde un putain de service. Alors là, attendez, c'est important, on est à Yale, c'est une psychanalyste, donc c'est pas un rappeur comme Nick Conrad. Non, tout à fait. Là, c'est encore une fois, on revient au sujet du début, c'est très institutionnalisé et radical. Ah oui. Ça n'est ni modéré ni marginal. C'est vraiment l'inverse sur les deux points. Oula. Et sur les violences, là où je nuancerais, c'est que déjà, on avait eu dans le microcosme, qui est l'université d'Evergreen, il y a quelques années, des jeunes qui s'étaient baladés avec des battes de baseball et des tasers à la recherche d'un professeur accusé complètement à tort, mais là n'est pas la question, de suprémacisme blanc et de racisme. Et la question se pose de que serait-il passé s'ils l'avaient trouvé? Ils l'ont simplement échoué par manque de tactique, si je puis dire, mais pas par manque d'intention. Autre exemple, dans la foulée, là c'est pour le coup massif, dans la foulée des événements de Black Lives Matter à l'été 2020 suite à la mort de George Floyd, on a eu... le sang a coulé. Pardon ? Là, le sang a coulé. Là, le sang a coulé. Il y a des gens qui ont été attaqués, agressés. Il y a eu en dégâts matériels à minima des dégâts estimés à 2 milliards de dollars au sein des États-Unis, de vitrines brisées, de gens qui mettaient dans leurs vitrines des messages de l'ordre de ne m'attaquez pas, je soutiens votre cause, etc. et qui avaient clairement peur pour leur outil de travail, pour leur lieu de travail et aussi pour leur peau. Est-ce que là, vous faisiez allusion à Black Lives Matter, c'est quand même un phénomène. Est-ce qu'au fond du fond, c'est pas l'américanisation qui pose problème? Est-ce que l'américanisation n'est pas à la fois le moyen d'importer le wokisme, mais d'importer la guerre des races, parce que c'est une thématique qui préexiste au wokisme, la guerre des races, je suis de lire Tocqueville. Est-ce que c'est pas un moyen d'importer chez nous la guerre des sexes? Là, encore une fois, c'est une thématique et une réalité américaine, c'est l'Amérique puritaine, ça préexiste à ce wokisme. Est-ce que finalement, il y a près de deux questions en une, est-ce que le wokisme, c'est pas un puritanisme à l'envers? Est-ce que le problème central, c'est pas l'importation de tout ce qui vient des États-Unis? Alors je vais dire oui et non, et après j'essaierai de faire une synthèse. Ça fait un peu énarque, mais tant pis. Alors oui, parce que déjà l'américanisation culturelle, en effet, ne date pas du wokisme. Dès le plan Marshall et après la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours eu, je dirais, un effet de gravité et d'attraction des États-Unis, les chewing-gums, les jeans, etc. Donc là, tout à fait, ça participe à ça, et de fait, évidemment, leur histoire sur la question de la race
est beaucoup plus forte que nous là-dessus. C'est un sujet qui est beaucoup plus américain. Par contre, à l'inverse, on pourrait citer tout de même SOS Racisme et notamment le fait que le sociologue Paul Yonnet, dans son voyage au centre du malaise français, montrait que contrairement aux souvenirs que certains en ont gardés, ce n'était pas l'éloge de l'assimilation républicaine et du color blindness, de la cécité à la couleur, de ne pas avoir les couleurs. C'était au contraire une re-racialisation dite positive des dominés, des racisés, comme on dirait aujourd'hui, dans le but de faire une mise à niveau. Simplement, Yonnet, qui écrit en 93, estime que lorsqu'il écrit « on atteint le point de neutralité raciale où il faudrait arrêter cette racialisation positive », ouvrez les guillemets et fermez les guillemets, et lui voyait déjà que cette tendance s'accélérait. Donc on n'était pas dans un rééquilibrage, mais dans une revanche, ce qui est un peu différent. Une façon de faire la synthèse des deux, c'est peut-être de dire que SOS Racisme était déjà une américanisation du débat français, avec ce retour de la race dans le débat. Donc c'est peut-être une façon de dire à la fois oui et non. C'est un livre des années 90, livre absolument remarquable, qui a été vraiment très 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 attaqué à l'époque. Oui, il a été complètement microté, il a payé, en termes de carrière et de statut social, il a payé très très cher. Parce qu'il attaquait ce qui était une sorte de totem à l'époque. Complètement sacré, c'est-à-dire SOS Racisme. Oui, complètement. Et encore une fois, il faut arriver à se défaire, je dirais, de mythes rétrospectifs, en disant oui, ils ont dit ça et ça. Lorsqu'on regarde les textes, lorsqu'on regarde les déclarations, on n'est pas du tout dans cette neutralité raciale, on est dans une re-racialisation positive des dominés. C'est très différent. Et alors, vous avez raison, parce que dans SOS Racisme, c'est vrai, même si c'était très dominant à l'époque, et je peux en témoigner, j'étais complètement adhérent à ce mouvement, parce que ça nous paraissait vraiment lutter contre le racisme, être pour. Voilà, mais on n'entendait pas en creux la valorisation et la célébration des origines à la mode américaine. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais alors, je vais peut-être vous pousser un peu dans vos retranchements. Est-ce que finalement le phénomène des identitaires, l'idéologie identitaire, on peut certaines déclinaisons, le virilisme, etc. Tout ce qui essaye de contrecarrer et de contrer le wokisme, est-ce que c'est pas une autre forme de wokisme? Est-ce que c'est pas finalement là encore traiter, on va dire, de la majorité française, européenne, de les traiter comme une tribu, comme une autre, enfin comme célébrer leurs origines aussi, parce qu'on est dans la célébration américaine, voire wokiste des origines, et que, pour reprendre vos termes, on est dans le ressentiment et dans la chouinerie narcissique. Je pense qu'en effet, la position victimaire est addictive et contagieuse, et je pense que c'est un virus idéologique qui se diffuse parfois par opposition au wokisme. Là où, à mon sens, le terme identitaire est trompeur, c'est qu'il met au même plan différentes identités. C'est-à-dire que l'identité dans le cadre woke, notamment dans le domaine du genre, on en revient vraiment à un genre par personne, in fine, au vu de l'acronyme qui ne cesse de s'agrandir, les pansexuels, les asexuels, les demisexuels, enfin je pourrais vous en inventer et personne ne saura dire lesquels sont vrais ou pas d'ailleurs, c'est tout le problème. Ça, il y a quelque chose de narcissique c'est l'identité individuelle, c'est de l'identité, le narcissisme de la petite différence, c'est vouloir se construire en opposition à l'identité nationale. Tandis que, à mon sens, l'identité nationale, elle, justement, a un but d'unification et non pas de fragmentation. De ce point de vue-là, c'est très différent. Renan, la France, c'est une nation, c'est mieux qu'une race. Donc c'est pas l'identité, c'est ni une religion spécifique, ni une couleur de peau spécifique. Oui. En tout cas, il y a une volonté, la nation, pardon, pas l'identité, d'unification à un niveau supérieur. Tandis que là, je l'explique dans le premier chapitre, la seule cohérence, typiquement, de la phrase « la communauté LGBT » qu'on entend dans tous les médias, c'est une unité négative. C'est-à-dire que la seule chose qui les réunit en tant qu'identité, c'est d'être contre la conception traditionnelle des rapports hommes-femmes hétérosexuels en Occident depuis 10 siècles, si on veut. Donc c'est la seule cohérence possible au sein des contradictions qu'ils ont au sein de leur conception de l'identité. C'est un peu différent de mon point de vue là-dessus. Mais bon, moi je rappelle souvent que la seule communauté en France, ça devrait être la communauté nationale, et que plutôt de parler d'identité, on ferait mieux de parler de patriotisme, c'est-à-dire la religion civique et l'attachement au pays de nos pères, et renvoyer les couleurs, comme on dit sous les drapeaux à l'armée. Qu'est-ce qu'on pense, quelqu'un qui a votre âge? Souvent vous renvoyez un peu le souverainisme de gauche à ces vieilles luttes, vous dites vous êtes complètement dépassé, on va maintenant vers une sorte de guerre bloc contre bloc. Je pense qu'en tout cas on entre clairement dans un âge identitaire, ça me paraît évident. La question c'est comment est définie cette identité, c'est-à-dire que
dès qu'on pose des frontières, on pose une identité. Dès qu'on pose des frontières nationales, on pose une identité. Dès qu'on pose des frontières conceptuelles, on pose une identité. La seule question, c'est où est-ce qu'on les dessine. Et encore une fois, soit on les dessine sur le mode de l'archipel. C'est un thème qui est beaucoup revenu, je pense à juste titre. Et aujourd'hui, ces petits archipels identitaires, encore une fois, ont pour seule cohérence l'opposition à ce qu'ils appellent le système, mais ce qui, in fine, est une façon de dire la communauté nationale. Ils vont dire le système blanc, le système patriarcal, le système, etc. Mais ça revient à dire ma seule cohérence est de m'opposer à la France. Et je pense que ça nous apprend, avec le succès du wokisme dans les jeunes générations, que l'unité se refera nécessairement. La seule question, c'est avec ou contre nous. Ça, vous dites qu'en fait, ça aussi c'est important, on va y revenir tout à l'heure, vous dites que le wokisme, il est biodégradable, en fait, ça, il va se dissoudre, hein, il va tomber en poudre. Oui, parce que, encore une fois, leur seule cohérence, parmi la myriade de contradictions qui pèsent lourd, c'est l'unité négative. C'est dis-moi qui vous haïssez, je vous dirai qui vous êtes, il fonctionne comme ça. C'est un peu la minute de la haine d'Orwell en 1984. Dans quel sens criez-vous ? Et là-dessus, le jour où il y aura, disons, de moins en moins d'ennemis dans leur logiciel, ils vont tourner les uns envers les autres. La seule question, c'est qu'est-ce qui restera de la France à ce stade ? Qu'est-ce qui restera culturellement d'autres alternatives spirituelles et existentielles pour la jeune génération que le projet autodestructeur woke ? Et ça, c'est une vraie question profonde, à mon sens, à laquelle il va falloir répondre. Mais c'est peut-être mieux de répondre moins par la victimisation que par le nous collectif. Moi, je suis entièrement d'accord. Et le surmoi, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais je vois ça, en effet, parfaitement à droite, des gens qui disent, notamment dans des médias dits dissidents de droite, ma vidéo YouTube a été censurée, ce qui est en soi la preuve que j'ai raison, ce qui n'est pas un bon raisonnement, c'est une façon de devenir très bête très vite. Ou alors, de la même façon, Anne Hidalgo, Christiane Taubira ou une tête de turc de la droite a dit l'inverse de ce que je dis, ce qui est bien la preuve que j'ai raison. Et ça, c'est une mentalité dissidente ou victimaire, si on veut, qui empêche toute réflexion sérieuse. Le wokisme, c'est contagieux, effectivement. Merci. On va continuer cet entretien dans un instant, mais avant, on va prendre la gagnante du jour pour le grand sapin de Noël Sud Radio. Et c'est Diane qui nous appelle depuis Marseille. Bonjour Diane. Bonjour. Vous préparez les fêtes ? Bonjour. Je prépare les fêtes, oui, comme tout le monde. Ouais. Bon, en tout cas, Diane, je suis ravie, on est ravis aujourd'hui de vous faire gagner un coffret d'une valeur de 300 €. Alors, qui comprend une enceinte connectée pour nous écouter toute la journée sur Sud Radio, une bubble lampe design avec chargeur à induction, une enceinte radio étanche pour nous écouter même sous la douche. Et puis, vous avez d'autres surprises design et connectées de la marque française Lexon. Et vous pouvez aller voir sur lexon-design.com. Félicitations Diane, et on rappelle avec plaisir que le grand sapin de Noël Sud Radio continue sur sudradio.fr et sur les réseaux sociaux de Sud Radio. A tout de suite sur Sud Radio et bonne fête encore. Bonne fête à vous. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Guillaume Bigot. Alors je suis avec Pierre Valentin et on parle de cette révolution pas comme les autres qui nous vient des États-Unis, le wokisme, vous en avez entendu parler. Là on essaye de vraiment de soulever le capot et de voir ce qu'il y a en dessous. Vous nous dites qu'il y a quand même un lien dans la manière dont ça se propage avec le marxisme, avec le gauchisme, vous parlez d'ailleurs, votre livre s'appelle Comprendre la révolution woke. Donc la révolution, c'est quand même un terme qui a toute une histoire politique. Expliquez-nous un peu. Oui, alors moi je mobilise la notion de révolution comme le fait Orwell encore une fois dans La ferme des animaux, qui est de dire que la révolution politique parfois se confond avec la révolution géométrique. C'est-à-dire que vous avez un point de départ, et si vous le définissez uniquement par la négative, ce qui est le cas à la fois du wokisme et des cochons dans La ferme des animaux, dans les deux cas c'est, si je voulais être un petit peu provocateur, exterminer l'homme, dans un cas avec un grand H et dans l'autre avec un petit H, le mal ou l'humanité, vous finissez fatalement par revenir au point de départ. Et à mon sens, on le voit dans... Ce qui est l'étymologie de révolution. C'est absolument un axe géométrique qui est 360 degrés, si on veut. On revient au point de départ. Et tout à fait. Et la dernière scène de La ferme des animaux, c'est après que des cochons aient dit exterminer l'homme, des cochons et des hommes qui trinquent ensemble. Et là, on a un petit peu ça, à mon sens, avec le wokisme.
Typiquement, initialement, ça vient d'un courant qui se considérait comme une réponse aux années 40 et à l'antisémitisme et au nazisme, et qui, in fine, aujourd'hui revient à une sorte d'éloge plus ou moins explicite de l'antisémitisme, en refusant de dire sur les campus que, tout à fait, on fait la boucle, en refusant de dire sur les campus que on tolérera pas la phrase clairement exterminons les juifs. Donc tout commence avec Herbert Marcuse, par exemple, intellectuel juif de l'école de Francfort, et tout finit avec Claudine Gay, la patronne de Harvard. Exactement. Et pour moi, ça, Orwell nous a donné une grille de lecture conceptuelle pour comprendre pourquoi c'était inéluctable. C'est comme, pour donner une image à nos auditeurs, si vous étiez sur un bateau, vous avez des récifs en face de vous, et n'ayant pas de cap positif à proposer plutôt que les récifs, vous faites un coup de barre dans une direction et vous restez comme ça. In fine, vous finirez par revenir sur les récifs que vous voulez éviter. Et donc là, c'est précisément ce qui arrive avec le wokisme. Et pourquoi est-ce que je parle de révolution ? C'est parce que, notamment, ça complique un peu la généalogie. Parce que chaque auteur peut dire, regardez, ils ont fait l'inverse de ce que j'avais dit, donc ça peut pas être moi. Mais il y a aussi, dans cette logique dialectique, cette inversion permanente, le fait de faire l'inverse de l'auteur d'avant, c'est quasiment une marque de signature. Donc là, c'est tourner en rond, c'est ne pas avoir de boussole, c'est pas exactement la même idée que c'est Chronos qui dévore ses enfants, la révolution qui dévore ses enfants, c'est pas exactement ça. Je pense que c'est quand même assez proche. Moi, un exemple que j'aimerais donner, que je trouve frappant, c'est des auteurs post-coloniaux, donc le post-colonialisme est une des branches importantes qui aura nourri le wokisme. On le voit en ce moment avec l'insulte de colon qui est reprise à la fois pour parler des Juifs en Israël et des Français en France, qui, dans le post-colonialisme, on a un certain nombre d'auteurs qui, par exemple, font très clairement, dans les concepts, dans la façon d'écrire, dans la façon de réfléchir, du Michel Foucault dans le texte, mais sans le citer. Parce que, pour faire honneur à ce qui s'appelle la justice épistémique, ne pas trop citer de mâle blanc, on va pas le citer. Mais pour autant, on est parfaitement dépendant de sa pensée. De la même façon, Judith Butler, dans Trouble dans le genre, va citer Lacan, mais sur des dizaines de pages, en démontrant à quel point sa pensée dépendait de Lacan, et à la fin, elle l'annule en le qualifiant plus ou moins explicitement de puceau rétrograde. Et donc je trouve que ce rapport à la filiation est très paradoxal, c'est-à-dire que on assume de dépendre de l'aîné, du père, symboliquement, mais à la fin, il faut tuer le père en montrant qu'on n'a rien à voir avec lui, et que même qu'il était moralement condamnable et parfaitement dépassé. Et c'est ce qui rend toute filiation et toute généalogie que j'ai essayé de faire forcément assez compliquée. Ouais, tous ces gens-là avaient un problème, c'est qu'ils étaient quand même lettrés, supérieurement intelligents, et le hasard fait qu'ils étaient blancs, mais enfin bon, et occidental, donc pour eux, évidemment, ça finit par être l'ennemi à canceller, comme ils disent, à annuler. Oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut dire à beaucoup de gens, disons, qui cochent les mauvaises cases identitaires et qui essayent de trouver des excuses à ce mouvement. Je cite par exemple l'universitaire Laure Murat, qui s'épuise à trouver des nuances dans un mouvement qui n'en tolère aucune, et qui s'imagine d'une certaine façon passer à côté de la vindicte et d'échapper à la foule. Mais il faut arriver à expliquer à ce type de profil que, en réalité, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils négocient le luxe d'être guillotinés en dernier. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train d'acquérir leur légitimité auprès de cette foule, ils sont en train de nourrir un tigre qui, in fine, aura assez de force pour les dévorer eux. Et je pense que cette logique-là est très peu intégrée par ceux qui, encore une fois, s'épuisent à trouver des nuances dans un mouvement qui n'en tolère pas. Donc là, je comprends, vous nous avez fait une généalogie, on parle d'une espèce de matrice, disons, très à gauche, la terreur, l'épuration, les procès, et donc ils vont finir par se liquider eux-mêmes ou s'épurer eux-mêmes, ok. Mais est-ce qu'on peut pas dire, de votre point de vue, qu'il y a tout de même une origine un peu, ou en tout cas une vectorisation par le capitalisme, par les multinationales, par les grandes entreprises de ce wokisme. C'est-à-dire que le wokisme s'est quand même propagé en France, notamment par les grandes entreprises, qui sont toutes d'ailleurs, il faut le dire, américanisées. Parfois, ces entreprises françaises parlent entre elles en américain, et alors elles n'ont qu'une idée à la bouche, c'est la diversité, c'est le genre, etc. Donc c'est bien à droite aussi, quelque part, le wokisme, non ? Ça dépend de si on classe le capitalisme comme étant à droite ou pas, mais ça c'est un autre débat. Gauche. Alors là, c'est une percée conceptuelle. Si le capitalisme est à gauche, Pierre Valentin, je note, il est 13h36. Non, blague à part. Vous faites une percée wokiste, là, quand même. Non, mais je suis assez michéiste là-dessus. Donc, les deux libéralismes sont assez cohérents à pas mal d'égards. Mais bon, c'est un autre débat, on va pas le refaire ici. Ce qui m'intéresse, c'est que il y a en effet, je dirais, une diffusion dans le monde du privé et une diffusion dans le monde du public. C'est ça. Avant de revenir là-dessus, je pense que par contre, au niveau des origines théoriques, ils vont piocher, radicaliser, contredire, vulgariser des auteurs de gauche, et là-dessus, ils n'ont pas vraiment d'inspiration à droite.
Par contre, au niveau même du côté des libertariens, pardon, je pousse un peu le bouchon, c'est-à-dire les gens qui disent vraiment l'individu s'auto-engendre. Si, c'est vrai que de ce point de vue-là, en tout cas, c'est au sein de la matrice libérale qu'ils vont piocher certains éléments, notamment, je dirais, sur l'aspect transgenre, où c'est j'ai jadis refusé qu'on m'impose ma religion, ma nation, ma communauté, et aujourd'hui, je refuse qu'on m'impose mon sexe. C'est une dissolution qui se prolonge dans le temps, on pourrait dire, de toutes les attaches non choisies. Et puis je dois rien à l'État, je dois rien à la nation, il n'y a pas de frontières. Sur l'État, à mon sens, ils ont une relation assez paradoxale qui est de projeter sur la figure étatique à la fois la figure du père tyrannique, donc le racisme systémique, le père, le tyran qui nous impose le racisme, etc. Le système. Et le patriarcat, d'ailleurs ça fait la jonction des deux notions, c'est à la fois le père et le système. Et à l'inverse, projette sur eux la notion de mère nourricière, c'est-à-dire que c'est de les subventions étatiques dont ils dépendent. Tout un réseau associatif fonctionne uniquement par le public et peut se protéger de ce point de vue-là de la sanction du marché et de la sanction des électeurs. Dans le monde de la bureaucratie et de la subvention, on est à l'abri, pas toujours, mais souvent, de ces puissances-là. Donc ils n'aiment pas l'État papa, mais ils aiment bien l'État maman nourricière. C'est les deux. C'est encore une fois, c'est une relation adolescente à l'autorité. C'est papa, j'aimerais que tu vois mes exploits et ce que je fais, mais par ailleurs, mon père est ce sale con. Enfin, si vous me permettez l'expression, c'est maman, donne-moi des subventions. Oui, mais donc c'est un peu les deux. C'est pas évident. C'est un rapport, encore une fois, immature à l'autorité, à la fois une grande dépendance parce qu'ils sont très peu débrouillards de par la surprotection que cette génération a vécue plus jeune, et en même temps cette réaction face à toute forme d'autorité. Qui ne peuvent pas supporter toute forme de hiérarchie, de normes. Ça, ils détestent ça. Donc il y a cette relation, je dirais, immature à l'autorité en général. Et juste sur la diffusion, on a vu à la fois, je dirais, le public avec, en France, j'encourage tous nos auditeurs à aller voir France TV / qui est la version jeune, si on veut, version numérique, réseaux sociaux, tout ce qu'on veut, du service public de France Télévisions, qui est d'une radicalité hallucinante. Ah, je confirme, c'est gratiné. C'est très gratiné, avec même parfois des postes contre la police, en les traitant de systémiquement racistes, etc. Ce qui pose question. Et ça est financé, pardon, vous pouvez, avec nos impôts. Avec nos impôts. Là, c'est le public. Et ce qui est paradoxal, c'est que là, c'est l'État qui explique que l'État fait mal son travail sur la police. C'est-à-dire que, de la même façon, on a un État qui subventionne des associations qui ont pour but de dire que l'État est systémiquement raciste. Et on tolère cette espèce de masochisme subventionné en circuit court, et on trouve ça parfaitement normal. Ça, c'est du service public pour le coup. Mais en effet, dans le privé, on a, via des grandes entreprises comme Disney, qui pendant longtemps, et aujourd'hui, font un demi-mea culpa, en disant on a trop wokisé, maintenant promis, on va essayer de divertir plutôt que de rééduquer. Eux ont très largement contribué à cette diffusion, et on a vu ça en France. Donc si vous voulez, c'est à la fois LinkedIn et France TV /. Pour vous, c'est davantage un mouvement américain, on soulignait cette importation américaine, ou un mouvement, disons, français. Vous citiez Foucault, Derrida, c'est ce que les Américains dans les universités appellent la French Theory. C'est quoi pour vous vraiment la racine, le noyau originel du wokisme? Alors pour moi, il y en a deux. Il y en a une qui est non française et une qui l'est. Sur tout ce qui est du genre, à mon sens, du côté de Foucault et des postmodernes en général, ils ont été radicalisés, mais pas intégralement trahis par Judith Butler qui est arrivée après, où là il y a cet éloge du flux, de la fluidité, de l'inclassable, de l'exception à la norme qui détruit la norme, de l'autre avec un grand A. Et donc là la figure du transgenre c'est coulé dans le marbre très logiquement à la suite de cela, parce que c'était l'inclassable. Pareil chez Foucault, on trouve cette critique de l'arbitraire, de l'exclusion du pouvoir, le pouvoir qui exclut arbitrairement, qui étiquette, etc. Et lorsqu'on entend le slogan de l'inclusion, c'est déjà en soi le revers de cette médaille-là. De la même façon, les accusations qu'on entend de psychophobie, qui est de dire que c'est quoi, ça, le système étiquette arbitrairement les personnes qui souffrent de troubles mentaux, de façon parfaitement relativiste. Je cite par exemple une activiste à la fois autiste et woke. Qui a fait l'idée qu'il ne peut pas y avoir de définition de la pathologie. Non. Parce que vous dites que c'est pathologie, c'est que vous définissez le sain, ils refusent de séparer ce qui est sain, ce qui est pathologique. Et pour eux, étiqueter arbitrairement, cette formule est un pléonasme. C'est-à-dire que le système décide que, et même lorsque vous avez par exemple dans le domaine de la grossophobie, c'est les études de corpulence, un scientifique qui va vous dire pardon, mais vous faites 150 kilos, votre espérance de vie va être divisée par 2, vos risques de cancer, etc., etc. Ça, c'est parfaitement relativiste. Ça, c'est le système qui dit que pour exclure les minorités grosses. C'est-à-dire que le relativisme là-dessus se poursuit très loin et, à mon sens, a été initié là-dessus par Foucault sur l'aspect
savoir-pouvoir, qui est de dire que le savoir et le pouvoir sont qu'une seule et même chose. Il n'y a pas de savoir objectif parce que c'est le pouvoir qui promeut un certain savoir. Et lorsqu'on arrive là-dessus, on peut dire 2 + 2 = 4. On peut aussi dire que pour aider quelqu'un, on pourrait dire 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 6. Et là-dessus, il n'y a pas de vérité en soi, il n'y a que de vérité que le pouvoir cherche à imposer. Et donc là, cette dissidence promeut très logiquement un relativisme. Bon, on va revenir sur cette relation très intéressante entre savoir et pouvoir, parce que ce wokisme, ça semble être un savoir qui dévore le savoir, en fait. Oui, tout à fait. Et in fine, plus rien n'est vrai. Et c'est vous qui aurez la parole au 0826 300 300. On attend vos questions sur Sud Radio. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Guillaume Bigot. Alors avec Pierre Valentin, auteur chez Gallimard de Comprendre la révolution woke, on se posait des questions qui sont des questions très 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 fortes, très j'allais dire même très puissantes sur le plan philosophique, le lien entre le savoir et le pouvoir, et comment l'idéologie woke est une espèce est en train de corrompre ce lien entre savoir et pouvoir. Est-ce que ça veut dire que le wokisme, c'est un savoir qui attaque le savoir, et est-ce que ça veut dire que ça peut se diffuser dans un univers où le pouvoir, nos pouvoirs, tous les pouvoirs, d'abord le pouvoir politique, en fait, il est de plus en plus délié du savoir, le niveau baisse quand même. Oui, bien sûr. En fait, encore une fois, dans le texte de Foucault initial, il est assez clair que pour lui, un savoir désintéressé n'existe pas. Et je sais que certains ont essayé de dire qu'il n'a pas vraiment dit ça, mais croyez-moi, je suis allé lire, il a vraiment dit ça. Et au début, ça peut être une sorte d'intuition de bon sens, qui est de dire, je ne sais pas si l'État fait la promotion d'une étude scientifique, il faut faire attention, c'est peut-être intéressé, il faut aller voir d'autres avis, très bien. Mais très concrètement, lorsqu'on pousse l'intuition de Foucault jusqu'au bout, on arrive au fait que lorsque quelqu'un, n'importe où, dit 2 + 2 = 4, il faut lui dire à qui profite le crime. Donc tout est rapport de force. Tout est rapport de force. Donc la géométrie, l'algèbre, tout ça, c'est du rapport de force. Et donc on a vu, par exemple, la promotion de... C'est un coup des Athéniens, par exemple. Qui voulaient dominer les autres, écraser les Perses. Il faudrait voir pourquoi les Athéniens ont promu l'algèbre. Est-ce que ça permettait de pour dominer... humilier les Perses, qui étaient racisés, peut-être. Par exemple, mais ça irait dans ce sens-là. Encore une fois, les gens comprennent pas ça tout de suite, mais il suffit de pousser un peu la logique à bout pour se rendre compte de l'absurde. Tout à l'heure, j'ai parlé de leur argument sur la grossophobie. Pareil, la personne qui va vous dire à 150 kilos, votre espérance de vie est catastrophique, c'est encore une stratégie d'un pouvoir pour imposer une norme arbitraire, pour étiqueter, etc. Mais ça va très loin, cette histoire, si on s'arrête un instant. Est-ce que pour vous, ça valide un peu les théories du complot, parce qu'en fait, effectivement, les personnes on parle même d'obésité morbide, la médecine parle d'obésité morbide. Oui. Ce qui veut dire à la fois qu'il y a une intention chez ces gens qui dépassent des poids absolument incroyables de se faire du mal, et en même temps que leur espérance de vie va être très très réduite. Donc ça veut dire quoi quand ils meurent? Ça veut dire que c'est le système qui les a tués? Oui, il y a souvent cet aspect infalsifiable qu'on voit aussi avec les transitions de genre, qui est que le taux de suicide est gigantesque avant transition, mais quasiment le même après transition. Ah ouais. Et lorsque la personne se suicide, ils retombent sur leurs pattes en disant « Oui, soit elle a fait sa transition, elle est quand même morte, mais c'est parce que le système lui a imposé des discriminations, l'a humilié, etc. » De toute façon, c'est toujours la faute du système. Toujours la faute du système, et à mon sens, c'est assez fort parce que ils ont une quantité impressionnante de synonymes pour parler du système. Ils ont par exemple le néologisme blanc-triarcat, qui est une synthèse du terme blanc et patriarcat. Ils ont la formule... Blanc-triarcat. Ouais. Ils ont la formule, le système écrit CIS, en référence à ce qu'ils appellent les cisgenres, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas transgenres, qui est un terme qu'ils ont inventé. Et donc, pourquoi est-ce que cette notion de système est si présente? Ça permet de se définir en contre face à une abstraction négative, en disant, moi je suis un dissident, je suis David contre Goliath, ce qui permet ensuite à faire subir tout ce qu'on veut à Goliath et son système. Et on l'a vu récemment avec la question du Hamas, où le qualificatif de colon permettait de justifier toutes les violences envers les personnes juives. Une fois qu'ils sont colons, ça veut dire qu'ils sont dominants, ça veut dire qu'ils ont un système, et ça veut dire que par anti-système, par dissidence, j'ai le droit de leur faire subir tout ce que je veux. Et ça, c'est vraiment un raisonnement qu'il faut comprendre, parce que généralement, ce qu'ils accusent le système de faire quelque chose de mal, c'est qu'ils demandent en creux la permission de faire la même chose. Je cite Herbert Marcuse de l'école de Francfort, donc plutôt un juif allemand, mais qui ensuite est allé aux États-Unis. Donc là, on n'est pas sur une filiation française, pour revenir à la question de tout à l'heure, qui dit « c'est parce que la société actuelle est antidémocratique qu'il faut être antidémocratique pour remettre en place la vraie démocratie. C'est parce que la société est violente qu'il faut pouvoir être violent pour arriver à la non-violence. »
Alors, bon, on a, je crois, un auditeur-E, je ne sais pas. On nous appelle au 0826 300 300. C'est Christophe depuis Aix-en-Provence. Bonjour Christophe. Bonjour Esteban. Mais restez au colonel en attendant le retour du général, n'est-ce pas? et bonjour à l'invité. Bonjour à vous, Christophe. On vous écoute. Alors voilà, moi j'ai une question pour la gratter. D'abord, la première chose, il me semble que le wokisme, c'est la révolution culturelle sans Mao. Et je pense, comme pour les médicaments, les antibiotiques, c'est pas systématique, mais je me dis, en l'absence d'idéologie à l'Occident, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que le marché, est-ce que l'islam serait pas, à dose homéopathique, un genre d'antibiotique? Bonne question, intéressant. Est-ce que l'islam, c'est l'antidote au wokisme? Alors ça c'est un propos plutôt disons prescriptif. Là, je me garderai de faire toute proposition publique. Je pense qu'il y a en effet des contradictions centrales entre islamisme et wokisme. Ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer du tout. L'intersectionnalité ne peut pas fonctionner de ce point de vue-là. Il y a un rapport à l'autorité, un rapport à l'individualité. Enfin, je saurais même pas par où commencer pour lister les différences. C'est fascinant, c'est terme à terme d'ailleurs qu'il y a une opposition. Oui, absolument. Il y a, mais déjà encore une fois la fluidité de genre et alors la césure très très brutale entre le masculin et le féminin dans l'islam, c'est fascinant. Oui, tout à fait. Là-dessus, il y a pas de fluidité de genre. Zéro. Tout à fait. Alors après, sur la question du maoïsme qui était au début de la question de l'auditeur, je pense que c'est une comparaison pertinente qui a, je pense, inspiré le gauchisme qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 60, où là il y avait Marx, Mao et Marcuse, qui étaient vraiment des figures tutélaires de ces courants-là, qui ont d'ailleurs posé des bombes dans certains cas aux États-Unis dans les années 60-70, et qui se revendiquaient de Marcuse. Là-dessus, la comparaison est intéressante parce que précisément, sous Mao et la révolution culturelle, il y a eu une volonté d'inverser le cours naturel des choses, où c'était aux jeunes de faire la morale en quelque sorte aux vieux, c'était aux jeunes de dénoncer leurs parents. Bombarder les états-majors, disait Mao. Absolument. Et c'était une façon de résoudre la contradiction centrale lorsqu'on est fasciné par la subversion, qui est lorsqu'on est dissident, on peut faire l'éloge de la transgression et de la subversion, mais lorsqu'on prend le pouvoir, ça devient délicat. Et la façon que Mao avait trouvée, qui était assez ingénieuse, de ne pas être happé par cette contradiction, c'était de prôner une subversion permanente, mais à d'autres endroits. Donc, par exemple, d'un seul coup, maintenant qu'on est au pouvoir, on va demander aux jeunes de dénoncer les personnes plus âgées, et on va poursuivre des révolutions, mais à d'autres endroits, pour que le fait qu'on soit en position de pouvoir, en tant que transgresseur, ne soit pas tout à fait perçu comme une contradiction par le reste de la population, occupée à aller faire des révolutions dans tous les sens, à tous les niveaux. Est-ce que il y a le succès, alors relatif certes, mais le succès tout de même du wokisme, sa diffusion, c'est pas pour vous à prendre comme un des symptômes de ce qu'on pourrait appeler une espèce de, je sais pas, c'est de volonté de suicide, c'est peut-être trop fort, mais de pulsion un peu morbide dans le monde occidental. C'est-à-dire que si on voit l'effondrement du taux de natalité, simultanément l'immigration, alors qu'on sait que c'est quand même les enfants qui vont assimiler les nouveaux venus, une immigration surtout en Occident, en Europe occidentale musulmane, alors même qu'on renonce à l'assimilation, et alors même qu'on pousse ces théories wokistes dans les écoles. Donc là, comme on disait tout à l'heure, ça va mal se passer. Est-ce que c'est pas quelque chose qui sent un peu la mort, quoi? Oui, moi je pense que c'est, encore une fois, c'est quelque chose qui vient de loin. Ce qui a été terrible, c'est qu'à la suite de la Seconde Guerre mondiale, on a eu un récit qui s'est imposé, qui est le fruit de multiples simplifications, qui est de dire que globalement tout l'Occident avait été coupable du génocide des Juifs, par exemple on mettait même de côté le fait que même en Allemagne il y avait des dissidents qui n'étaient pas du tout d'accord avec Hitler et qui ont essayé de le renverser avec l'opération Valkyrie, mais ça on l'a mis de côté pour dire tous les Occidentaux sont coupables. Coupable de quoi précisément? D'avoir exclu et maltraité des autres avec un grand A, qui est la figure de la minorité. Mmh. Et donc, par extension, il faudrait inclure tous les autres à jamais, en quantité illimitée, etc. C'est un peu, pour simplifier, le récit qui nous a été imposé. Et là-dessus, il y a déjà dans le fait d'écrire autre systématiquement avec un grand A, un rapport particulier au nous. C'est-à-dire que, qu'est-ce que l'autre avec un grand A de si génial? C'est précisément de ne pas être nous. C'est-à-dire qu'on dit à des gens, vous êtes formidables car vous n'êtes pas nous. Et ça, déjà,
quand ça va très loin, ça devient une haine de soi. Il n'y a pas d'autre façon de le formuler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une envie de disparaître. Une envie de disparaître qu'on voit avec, vous l'avez dit, le taux de natalité, les no kids. On aimerait ne pas exister, ne pas perdurer dans le temps en tant que communauté. Et là-dessus, le tout sauf nous au niveau civilisationnel, c'est muet en tout sauf moi au niveau individuel. Et on le voit au niveau de ces jeunes woke qui, écrasés par le poids de leur blanchité, comme ils disent, cherchent à faire des tests d'ADN pour montrer qu'en réalité ça va, ils ont 2,5% de sang Apache et donc ils sont pas tout à fait blancs. Ou alors, on voit beaucoup ça chez les jeunes femmes qui sont écrasées par la culpabilité de leur blanchité, transitionner, donc devenir transgenre, donc pour échapper à la vindicte en y participant. Se fuir soi-même. Se fuir soi-même, exactement. Et c'est là où on revient au narcissisme, c'est pour être dans ce tout sauf moi, c'est dans le fond qu'on ne s'aime pas tant que ça. Ah, c'est sûr. Vous dites d'ailleurs que le wokisme va finir par s'effondrer, et vous avez cette formule, je trouve assez heureuse, mais aussi assez inquiétante. C'est-à-dire que le wokisme, c'est comme un serpent qui s'enroule, mais autour de notre cou, et il va finir par mourir, mais il va quand même nous étrangler à la fin. Oui, le serpent se mord la queue, mais autour de notre cou. Une autre image qui va dans le même sens, c'est un boulet qui donc va forcément couler au fond de l'océan, mais il menace de s'accrocher à notre cheville sur le passage. On est face à un mouvement qui ne peut que s'autodétruire. J'espère que les auditeurs l'auront compris. L'acronyme LGBT, déjà sans trop dévore, on a un mouvement Alliance LGB au Royaume-Uni ils se haïssent entre eux, qui a exclu les autres lettres. On a d'autres contradictions à plein de niveaux. On voit les Juifs et les Asiatiques qui, aux États-Unis, sont exclus de leur statut de minorité ethnique symboliquement, parce qu'on les traite de white adjacent, donc de quasi-blancs, de proto-blancs, etc. Donc là-dessus, la mèche est allumée, si on veut. Ils sont même plus blancs que blancs, puisqu'ils réussissent mieux à l'université. Ils réussissent encore mieux, c'est vrai. Mais on les traite de white adjacent, tandis qu'on traite pas les blancs de Jewish adjacent. Enfin bon, mais passons. Tout ça est très, très compliqué. Par contre, en effet, au vu de la popularité dans les jeunes générations, alors c'est pas homogène dans ma génération, mais quand même, ça prend beaucoup plus qu'au-dessus. Donc c'est une tendance de fond. Là-dessus, si on n'est pas capable de proposer un autre récit, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que le mouvement woke est une pure négation, mais proposer une négation de la négation, ça va pas nous amener grand-chose. Une pure critique n'est pas suffisante. Justement, on a moins d'une minute pour conclure. On l'a, ce grand récit. C'est la France, c'est la démocratie française. Pourquoi on renvoie pas les couleurs, tout simplement ? Je suis d'accord, et je pense que l'inverse de la haine de soi, c'est la fierté de soi. Et là-dessus, c'est beaucoup plus unificateur qu'une fragmentation diversitaire, identitaire que l'on voit en ce moment. Et je pense que plus généralement, pour prendre là encore une autre image, on n'a jamais convaincu qui que ce soit d'abandonner sa bouée de sauvetage en lui disant qu'elle était de nature cancérigène. C'est-à-dire que ça reste une bouée de sauvetage. Et là, l'idéologie woke sert de ça pour toute une part de la génération. Et on voit qu'en creux, avec leur désir d'avoir une communauté transgenre, une communauté LGBT, etc., que le désir de faire communauté est très puissant et que c'est un appel à l'aide aussi qu'il faut savoir entendre. C'est ça, il y a plus fort que le black blanc beurre, il y a le bleu blanc rouge, quelles que soient nos origines. Merci Pierre Valentin. Merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Comprendre la révolution woke aux éditions Gallimard. Ouais, c'est disponible en librairie et ça ferait un beau cadeau pour Noël. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Maxime Sénat à la réalisation. Merci à Emmanuel Galasso au standard. Merci à Justine Houlet aux réseaux sociaux. Merci à vous Guillaume Bigot. On se retrouve demain de Avec midi plaisir. à 14h comme aujourd'hui. Tout de suite, c'est Brigitte Clay sur Sud Radio. C'est Céline Alonso, je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.